Il la jeta dehors avec rien, mais les vêtements sur son dos, convaincu elle était l'encre le tirant vers le bas. Brian Thorne avait tout, les milliards, l'empire et la plus jeune maîtresse fougueuse sur son bras. Il pensait le passé était enterré. Mais ce soir, au milieu le cristal tintant du restaurant le plus exclusif de la ville, le passé ne juste pas entra. Il arriva en un convoi de pouvoir. Quand Brian leva les yeux et vit son ex-femme enceinte, rayonnante et intouchable, tenant la main du seul homme il craignait dans le monde des affaires, son cœur ne juste pas s'arrêta. Il se brisa. Ceci n'est pas juste une histoire sur le chagrin. C'est une histoire sur le genre de vengeance qui n'a pas besoin de crier pour vous détruire. Les lustres à Loranie n'étaient pas faits de verre. Ils étaient faits de diamants. Ou au moins c'était la rumeur Brian Thorne aimait répandre. Cela s'adaptait à sa narrative. Il était l'homme qui transforma le sable en or, les magnats de la technologie qui étaient montés des rues crasseuses de Chicago au suite penthouse de Manhattan. Ce soir, Brian s'assit à la meilleure table de la maison, celle réservée pour la royauté et les présidents. En face de lui s'assit Chloé, une modèle de 23 ans dont la beauté était aussi indéniable que son manque de conversation. Elle faisait défiler Instagram, son pouce parfaitement manucuré planant au-dessus des photos d'elle-même. « Range le téléphone, Chloé », Brian dit, sa voix basse mais perçante. « Nous célébrons. La fusion avec Koenig Logistics passa. Je suis officiellement l'actionnaire majoritaire. » Chloé leva les yeux, ses yeux bleus grands mais vides. « Oh, d'accord. Chouette, bébé. Est-ce que ça veut dire nous pouvons obtenir la villa à Co maintenant? Celle avec le quai à bateau? » Brian fit tourner son pinot noir vintage, sentant une familière douleur sourde dans sa poitrine. C'était la douleur de l'ennui. « Nous pouvons acheter tout le lac si nous voulons, » il marmonna, bien que le frisson de le dire était parti. 6 mois. C'est combien de temps il s'était passé depuis il divorça Emma. Emma, le nom encore goûtait comme cendre dans sa bouche. Elle avait été sa chérie de collège, la femme qui raccommodait ses chaussettes quand il ne pouvait pas se permettre des neuves, la femme qui resta debout toute la nuit relisant ses premiers plans d'affaires. Mais comme le compte bancaire de Brian grandit, Emma restait simple. Elle aimait les nuits quand Elle portait des chaussures confortables. Elle ne savait pas comment charmer les investisseurs ou commander une pièce. Brian s'était convaincu qu'il l'avait dépassée. Il avait besoin d'un symbole sur son bras, pas une partenaire. Alors il l'avait fait brutalement. Il se souvenait le jour vivement. Il lui avait tendu les papiers et un chèque, lui disant elle ne correspondait pas à son futur. Elle n'avait pas crié. Elle n'avait pas jeté de vase. Elle l'avait simplement regardé avec des yeux pleins d'une tristesse dévastatrice, chuchoté « Tu apprendras le prix de ceci, Brian », et sorti sous la pluie. « Brian, tu es dans la lune », Chloé piailla, tapant sa fourchette contre son verre de vin. « J'ai commandé le homard, mais le serveur m'ignore. »« Il ne t'ignore pas, il est occupé. » Brian claqua, sa patience s'effilochant. Soudainement, le bruit ambiant du restaurant, le jazz doux, le murmure de conversation, le tintement de l'argenterie s'éteignit. Ce n'était pas un silence graduel. C'était une inhalation abrupte, collective. Brian fronça les sourcils. Loranie était fréquentée par des célébrités quotidiennement. Un silence comme ceci signifiait quelqu'un de vraiment puissant était arrivé. « Qui est-ce » Chloé demanda, tendant son cou. « Est-ce une star de cinéma? » Brian tourna sa chaise légèrement pour regarder vers la grande entrée. Le maître d'hôtel, un homme nommé Pierre, qui habituellement regardait de haut tout le monde, s'inclinait pratiquement. 2 figures entrèrent, flanquées par 4 gardes de sécurité, qui se déplaçaient avec la létalité silencieuse de personnel militaire entraîné. L'homme était grand, mesurant bien plus d'1,88 m, portant un costume sur mesure anthracite qui probablement coûtait plus que la première voiture de Brian. Il avait des cheveux poivre et sel et une mâchoire qui semblait sculptée dans du granit. Brian gela. Il connaissait cet homme. Tout le monde dans le monde des affaires le connaissait.
C'était Adrian Vance, le PDG de Vance Global, l'homme qui possédait les lignes maritimes que Brian utilisait, les satellites que Brian louait et les banques auprès desquelles Brian empruntait. Adrian Vance était vieil argent, argent dangereux. Il était un requin que même d'autres requins fuyaient. Mais ce n'était pas Adrien qui fit le sang s'écouler du visage de Brian. C'était la femme tenant le bras d'Adrien. Elle portait une robe longue en soie vert émeraude qui s'accrochait à ses courbes avant de cascader au sol. Ses cheveux, autrefois habituellement attachés en un chignon désordonné, tombaient en vagues lustrées polies le long de son dos. Elle portait un collier de saphir qui attrapait la lumière, flamboyant comme un feu bleu. C'était Emma, mais ce n'était pas l'Emma qu'il connaissait. La souris était partie. Cette femme marchait la tête haute, son regard balayant la pièce avec une confiance sereine, terrifiante, et alors Brian le vit. La robe de soie était taillée parfaitement pour accommoder le gonflement rond indéniable de son ventre. Elle était lourdement enceinte. La prise de Brian sur son verre de vin se resserra si fort la tige cassa. Du vin rouge se déversa sur la nappe blanche immaculée, ressemblant de manière troublante à du sang. « Oh mon Dieu, Brian, regarde ce que tu as fait! » Chloé cria, sautant en arrière pour éviter l'éclaboussure. Brian ne l'entendit pas. Il ne pouvait entendre rien d'autre que le rugissement dans ses oreilles. Enceinte, elle était au moins à 7 mois. Il fit le calcul instantanément. 6 mois depuis le divorce, 7 mois enceinte. La pièce semblait s'incliner. Le bébé, était-ce le sien, ou s'était-elle remise si vite? Comme l'hôte mena Adrien et Emma à travers le restaurant, ils durent passer la table de Brian. Brian se sentit paralysé, incapable de détourner le regard. Il s'attendait à ce qu'Emma se recroqueville, à ce qu'elle baisse les yeux, à ce qu'elle se cache. Au lieu de cela, comme ils s'approchèrent, les yeux d'Emma se fixèrent sur les siens. Il n'y avait pas de peur en eux. Il n'y avait pas d'amour non plus. Il n'y avait qu'une froide, polie indifférence, comme regarder un étranger dans un métro. Adrian Vance plaça une main protectrice sur le bas du dos d'Emma, se penchant pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Emma rit, un son musical authentique que Brian n'avait pas entendu depuis des années. Ils passèrent devant lui, laissant un parfum de jasmine et de cologne chère dans leur sillage. « Attends !» Chloé chuchota, les yeux se plissant. « N'est-ce pas ton ex, la ringarde? » Brian fixa la tache rouge s'étendant sur la nappe. « Oui. » Il râpa, sa voix sonnant étrangère à ses propres oreilles. « C'est Emma. » Le serveur se précipita pour nettoyer le déversement, s'excusant profusément, comme si c'était sa faute si Brian avait perdu son sang-froid. Brian le repoussa avec irritation, son appétit complètement parti. « Je ne comprends pas, » Chloé dit, piochant son pain. « Tu as dit elle était fauchée. Tu as dit elle n'était personne. Pourquoi est-elle avec lui? C'est Adrian Vance. Mon père dit Adrian Vance pourrait acheter cette ville s'il voulait. » Je ne sais pas, Chloé. Brian claqua assez fort pour qu'un couple à proximité jetât un coup d'œil. Il baissa sa voix, ses poings serrés sous la table. Je ne sais pas. De l'autre côté de la pièce, Adrian et Emma étaient assis à la table d'alcôve privée, celle que même Brian ne pouvait pas réserver. Elle offrait une vue panoramique sur la ligne d'horizon, mais assez d'intimité pour être discrète. Brian les regarda comme un faucon. Il vit Adrian tirer la chaise d'Emma. Il vit la façon dont le personnel de service planait autour d'eux, traitant Emma comme une reine. Mais ce qui le rongeait le plus était la façon dont Adrien la regardait. Ce n'était pas le regard d'un homme avec une maîtresse trophée. C'était un regard d'adoration totale et la façon dont sa main reposait doucement sur son ventre quand il s'assit. Ce geste se sentit possessif, protecteur, paternel. Est-ce son enfant? L'esprit de Brian s'emballa. Impossible. Nous étions ensemble il y a 7 mois. Ça doit être le mien. Mais elle ne me l'a jamais dit. Une soudaine poussée d'un droit s'abattit sur lui. Si c'était son héritier, il avait le droit de savoir. Il était Brian Thorne. Il ne fut pas tenu dans l'obscurité.
Je vais à la salle de bain, Brian mentit, se levant brusquement. Ne prends pas longtemps. Chloé fit la moue. Je veux un dessert. Brian l'ignora et traversa la salle à manger. Il n'alla pas aux toilettes. Il marcha droit vers l'alcôve. Son cœur battait contre ses côtes, un mélange de colère et d'un étrange, soudain désespoir qu'il ne s'attendait pas à ressentir. Comme il approchait, deux grands hommes en costume sortirent des ombres, bloquant son chemin. « Écartez-vous », Brian exigea, essayant de convoquer son autorité de PDG. « Je suis une connaissance. » « Monsieur Vance n'accepte pas les visiteurs », un des gardes dit, sa voix plate et ennuyée. « Laisse-le passer, Marcus. » Une voix profonde appela de la table. Les gardes s'écartèrent. Brian entra dans l'alcôve. Emma ne leva même pas les yeux de son menu. Elle semblait radieuse, sa peau brillante d'hormones de grossesse, ses joues rougies. Elle semblait plus saine et plus belle qu'elle ne l'avait jamais été pendant leur mariage. « Emma », Brian dit, sa voix tendue. Elle baissa lentement le menu. Ses yeux noisettes rencontrèrent les siens, froids et détachés. « Bonjour, Brian. Je me demandais combien de temps il te faudrait pour foncer ici. »« Tu es enceinte, » il lâcha. Observant comme toujours, elle répondit, son ton sec. « Est-ce que... » Brian jeta un coup d'œil à Adrien, qui le regardait avec un sourire amusé, prédateur, sirotant son scotch. Brian regarda de nouveau le ventre d'Emma. « Est-ce le mien? » Emma laissa échapper un court rire incrédule. « Le tien. Brian, tu as abandonné le droit de poser cette question la nuit. Tu m'as jeté de notre maison à 11 Boris p.m. parce que je manquais de vision. Si c'est mon enfant, j'ai des droits. » Brian siffla, s'approchant. « J'ai des avocats qui peuvent s'asseoir, garçon. » Adrian Vance parla. Il ne cria pas. Il ne se leva pas. Il juste parla. Et le commandement dans sa voix était si absolu que Brian s'arrêta en plein pas. « Monsieur Thorne, » Adrian continua, faisant tournoyer son verre, « vous semblez être sous quelques idées fausses. Laissez-moi les éclaircir. Premièrement, ne levez pas votre voix sur ma fiancée. Ça dérange le bébé. Fiancée? Le mot frappa Brian comme un coup physique. Deuxièmement, Adrien dit, ses yeux durcissants en acier. Concernant la paternité, vous étiez si occupé à courir après votre qu'est-elle? Une modèle Instagram. Vous étiez si occupé à la courir après pendant la dernière année de votre mariage que vous avez à peine touché votre femme. Nous connaissons tous les deux la chronologie. Brian, ne t'embarrasse pas en prétendant tu étais un mari présent. Le visage de Brian rougit. Il regarda Emma, cherchant une fissure dans son armure. « Emma, dis-lui qui je suis. » Je lui ai dit qui tu étais, Brian. Emma dit doucement. Elle plaça une main sur son ventre. Je lui ai dit tu étais l'homme qui me faisait me sentir petite pour que tu puisses te sentir grand. Je lui ai dit tu étais l'homme qui disait j'étais sans valeur. Elle tendit la main et prit la main d'Adrien. Et alors Adrien me montra que j'étais inestimable. Tu es avec lui pour l'argent, Brian cracha, son ego se fracturant. C'est ça, n'est-ce pas? Tu as échangé un millionnaire pour un milliardaire. Tu es juste une croqueuse de diamants, Emma. L'air dans l'alcôve chuta de 10 de rire. Adrien posa son verre. Le son était silencieux, mais il résonna comme un coup de feu. Prudent, Adrien chuchota. Vous parlez à la présidente de la Fondation Vance, et contrairement à vous, Brian, elle n'a pas hérité sa valeur ni volé. C'est reconstruite de la ruine où tu l'as laissée. À ce moment, Chloé étant devenue impatiente, s'approcha en cliquetant à la table dans ses talons hauts. Elle regarda entre les trois, sentant la tension, mais manquant l'intelligence de lire la pièce. « Bébé, qu'est-ce qui prend si longtemps? » Chloé piailla, saisissant le bras de Brian. Elle regarda Emma et ricana. « Oh, c'est toi. Wow, t'as grossi. Je suppose le divorce ne t'a pas réussi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Emma ne se fâcha pas. Elle sourit, un lent, compatissant sourire. « Et tu dois être Chloé. » Brian toujours eut un goût pour les choses qui brillent mais n'ont aucune valeur.
Chloé Alta, excusez-moi. Tu peux l'avoir, Emma dit, retournant à son menu. Je l'ai déjà jeté. Mais un mot de conseil, chérie. Vérifie le contrat de mariage. Brian est très protecteur de ses sous. Adrienne ricana sombrement. Fais-les sortir d'ici, Marcus. Ils me gâchent l'appétit. Le garde de sécurité s'avança. Leur masse imposante. Ceci n'est pas fini, Emma. Brian grogna comme les gardes le ramenèrent. Tu ne peux pas me cacher mon enfant. Je te détruirai un cours. Adrian Vance se leva. Alors il domina Brian. Il se pencha, sa voix un grondement bas près de l'oreille de Brian. Si tu essaies de la poursuivre, si tu essaies de la harceler, si tu même regardes dans sa direction encore, je ne te poursuivrai pas juste toi, Brian. J'achèterai ta compagnie, la démantèlerai pour pièces et te laisserai avec rien d'autre que ce costume bon marché sur ton dos. Ne me teste pas. Brian recula. Il n'eut pas le choix. Il retourna à sa table, Chloé pépillant dans son oreille sur combien ils étaient impolis. Mais Brian ne pouvait pas l'entendre. Il s'assit, fixant la chaise vide où son futur aurait dû être. Il regarda Emma, riant avec un milliardaire, portant un enfant qui pourrait être l'héritier de 2 empires. Et pour la première fois de sa vie, Brian Thorne se sentit petit. Mais la nuit était loin d'être finie. Comme Brian fit signe pour l'addition, désespéré de s'échapper, il vit un homme en costume gris approcher la table d'Adrienne. C'était un huissier. Brian s'arrêta. Adrien était-il servi? Non. L'homme passa devant Adrien et se dirigea droit vers la table de Brian. Brian Thorne? L'homme demanda. Oui, vous avez été servi, l'homme dit, laissant tomber une épaisse enveloppe sur la table juste à côté de la tache de vin. Brian la déchira, ses mains tremblantes. Ce n'était pas un procès d'Adrien, c'était un procès d'Emma. Plaintif. Emma Vance Cross. Sujet. Vol de propriété intellectuelle concernant le modèle algorithmique Thorne. Le sang de Brian se glaça. L'algorithme, le code qui lui avait fait son premier milliard. Le code qu'il prétendait il écrivit, le code Emma avait écrit pour lui dans leur chambre de dortoir universitaire il y a 10 ans. Elle n'était pas juste revenue pour la vengeance. Elle était revenue pour tout. Le soleil du matin frappa les murs de verre du bureau d'angle de Brian Thorne, mais il n'apporta aucune chaleur. L'air à l'intérieur était glacial, conditionné à un froid stérile qui correspondait à l'humeur des 3 hommes assis autour de la table de conférence en acajou. Brian s'assit la tête dans les mains. En face de lui se trouvait Marcus Sterling, son conseiller juridique en chef, un homme qui coûtait habituellement 500 $ de l'heure pour avoir l'air ennuyé, mais aujourd'hui semblait vraiment terrifié. « Dis-moi, c'est une blague, Sterling. » Brian marmonna, faisant glisser le procès à travers la table. Elle était une majeure en littérature. Elle relisait mes emails. Elle n'écrivit pas le maudit code. Sterling ajusta ses lunettes, de la sueur perlant sur son front. « Brian, nous avons fait examiner par l'équipe informatique forensique le code source du modèle algorithmique Thorne, la fondation de toute votre plateforme. Ils trouvèrent quelque chose d'enterré dans le noyau, des métadonnées cachées. » Et Brian claqua. Sterling tapa une touche sur son ordinateur portable, projetant une image sur l'écran mural. C'était une chaîne de code complexe, mais cachée dans la syntaxe étaient des commentaires, des notes écrites par la programmeuse pour Brian. Ainsi tu peux enfin dormir ce soir, amour. Et Brian fixa l'écran. La mémoire le frappa comme un coup physique. C'était il y a 7 ans. Il avait été sur le point d'échouer ses examens finaux, son code plantant chaque fois qu'il l'exécutait. Il s'était évanoui d'épuisement sur leur futon. Quand il se réveilla, le code était réparé. Emma était assise là avec une tasse de café, souriant avec fatigue. Elle dit qu'elle bricola avec. Il avait supposé, elle juste fixa une faute de frappe. Il n'avait pas réalisé, elle avait réécrit toute l'architecture. « Ça en perd, » Sterling dit, sa voix baissant. Le procès affirme que le droit d'auteur pour cette architecture spécifique fut enregistré par elle sous un pseudonyme, Ghostwriter, 3 jours avant que vous ne lanciez. Elle possède la PI,
Brian, et elle dépose une injonction immédiate pour éteindre vos serveurs jusqu'à ce qu'un accord soit atteint. Nous éteindre. Brian se leva, renversant sa chaise. Si les serveurs tombent pendant 1 heure, notre action chute de 10%. S'ils tombent indéfiniment, Thorntech est en faillite en 1 semaine. Alors vous devez régler, Sterling dit sombrement. Donnez-lui ce qu'elle veut, argent, actions et des excuses. Parce que si cela va en cours, elle a les reçus numériques et elle a l'équipe juridique d'Adrian Vance derrière elle. Ils nous enterreront. Brian marcha à la fenêtre, regardant la ville qu'il pensait posséder. Son téléphone vibra. C'était Chloé. Texte. Bébé, ma carte de crédit fut refusée chez Gucci. Répare-le AEU plus vite. Les gens regardent. Brian jeta le téléphone contre le mur. Il se brisa. Il ne pouvait pas perdre sa compagnie. Il était Brian Thorne. Il était un génie. Il n'était pas une fraude qui profita des succès de sa fameuse... Où est-elle? Brian demanda, se tournant vers Sterling. Elle organise le gala d'argent ce soir au Metropolitan Museum, Sterling répondit. C'est une collecte de fonds pour les mères célibataires. Les billets sont 20 000 par assiette. Procure-moi un billet, Brian ordonna. Brian, si vous l'approchez, cela viole l'ordonnance restrictive. Ou j'ai dit, procure-moi un billet. Brian rugit. Je ne vais pas la harceler. Je vais lui rappeler qu'elle m'a aimé une fois. Emma est douce. Elle est émotionnelle. Si je peux juste la voir seule, loin de Vance, je peux la raisonner. Je peux la faire abandonner ceci. Sterling sembla dubitatif, mais il prit son téléphone. J'essaierai. Mais Brian, elle n'a plus l'air douce. Le Metropolitan Museum fut transformé en un monde merveilleux scintillant d'argent et de blanc. L'élite de la ville, politiciens, héritiers, magnats de la technologie, dérivaient à travers les halls, flûtes de champagne en main. Brian entra seul. Il n'avait pas amené Chloé. Il avait besoin de paraître sérieux, repentant. Il portait son costume le plus conservateur, mais il se sentait comme un imposteur dans sa propre peau. Chaque chuchotement qu'il entendait semblait être à son sujet. « As-tu entendu parler de la chute de l'action de Thorntech aujourd'hui? J'ai entendu Vance Global acquiert une participation massive dans un nouveau concurrent. » Brian se fraya un chemin à travers la foule, ses yeux balayants pour la robe vert émeraude. Il ne vit pas de vert ce soir. Il vit de l'argent. Emma se tenait sur une plateforme surélevée près du temple de Dendor, parlant dans un microphone. Elle portait une robe de maternité argentée qui scintillait comme un clair de lune liquide. Elle semblait royale, intouchable, une reine s'adressant à ses sujets. Et c'est pourquoi la Fondation Vance s'engage à 50 millions de dollars d'aide juridique pour les femmes qui ont été injustement dépossédées dans des règlements de divorce. Emma dit, sa voix claire et forte. La foule éclata en applaudissements. Brian sentit un nœud de nausée dans son estomac. Le fond était un tir direct sur lui. Comme Emma descendit, entourée d'admirateurs, Brian fit son mouvement. Il manœuvra à travers la foule, ignorant les regards des gens qu'il avait snobés dans le passé. Emma, il appela juste comme elle était sur le point d'être emmenée par sa sécurité. Elle s'arrêta. La foule autour d'eux s'écarta, sentant le drame. C'était l'affrontement dont tout le monde avait bavardé. Emma tourna lentement. Adrian n'était pas à ses côtés pour une fois. Il était de l'autre côté de la pièce parlant avec le sénateur. C'était la chance de Brian. Brian, elle dit, son expression illisible. Tu as acheté un billet. C'est généreux. Je suppose les 20 000 dollars sont une avance sur la pension alimentaire tu me dois. L'utilisation du mot pension alimentaire fit quelques personnes ricaner. Brian s'approcha, baissant sa voix à un chuchotement désespéré. Emma, s'il te plaît, nous devons parler en privé. Je n'ai rien à te dire qui ne puisse être dit devant un juge, elle répondit froidement. C'est à propos de la compagnie, Brian plaida. Tu vas la détruire. As-tu une idée combien de personnes perdront leurs emplois? Je sais tu es fâché contre moi, mais ne t'en prends pas à mes employés. Ce n'est pas ce qui tu es. Tu es gentille. Tu es la femme qui sauve les chats errants.
Les yeux d'Emma brillèrent. La femme qui sauvait les chats d'errant mourut la nuit. Elle dormit dans sa voiture parce que son mari annula ses cartes de crédit. La foule haleta. Brian pâlit. Il avait espéré, personne ne savait ça. Je ne savais pas, tu n'avais nulle part où aller. Il bégaya. Je pensais tu allais chez tes parents. Mes parents sont morts, Brian. Tu savais ça? Tu juste ne t'en soucias pas. Elle fit un pas plus près de lui, sa voix baissant à un chuchotement létal. Et quant à ta compagnie, ce n'est pas ta compagnie. C'est construit sur mon code. Mes nuits blanches, mon génie. Tu étais juste le visage, Brian, et maintenant j'enlève le masque. Emma, attends, Brian dit, tendant la main. Qu'en est-il du bébé? Si tu me détruis, tu détruis son héritage. Cet enfant, il est le mien, n'est-ce pas? Au fond, tu sais, il a besoin de son père. Emma baissa les yeux sur la main de Brian sur son bras, puis les releva sur son visage. Elle ne se retira pas. Elle sourit, mais c'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Tu veux savoir à propos du bébé, Brian? Oui, il souffla. Pensant il avait trouvé une ouverture. J'ai un droit de savoir. D'accord, elle dit, sa voix assez forte pour que le cercle à proximité entende. La nuit, tu m'as mise dehors. J'avais une boîte cadeau dans ma main. Te souviens-tu? Brian fronça les sourcils, repensant. Oui. Elle avait tenu une petite boîte blanche. Il l'avait fait tomber de sa main dans sa hâte de la faire sortir pour que Chloé puisse venir. Je me souviens, il chuchota. À l'intérieur de cette boîte, il y avait un test de grossesse positif et une paire de minuscules chaussons. Emma dit, sa voix tremblant légèrement de rage contenue. J'ai essayé de dire, Brian, nous avons une famille. Et tu m'as regardé et dit, prends tes ordures et sors. Brian sentit le sang s'écouler de son visage. La pièce tourna. Alors, Laure ne reste pas là et ne prétend pas tu te soucies de la paternité. Emma siffla. Tu as abandonné ton enfant avant même qu'il ne soit né. Et maintenant, il a un père. Un vrai homme qui m'a tenu pendant que je pleurais. Qui est allé à chaque échographie, qui a construit la chambre d'enfant de ses propres mains. Ce n'est pas la même chose, Brian argua faiblement. La biologie compte. La biologie te fait un donneur, Brian. L'amour te fait un père. Soudainement, une lourde main atterrit sur l'épaule de Brian. C'était Adrian Vance. Il avait traversé la pièce en secondes. Y a-t-il un problème ici? Adrian demanda, sa voix calme mais terrifiante de profondeur. Nous parlons juste, Brian dit, essayant de secouer la main. Il ne put pas. La prise d'Adrian était comme du fer. Il semblait tu déranger ma femme, Adrian dit. Elle n'est pas ta femme encore. Brian cracha, sa jalousie s'enflammant encore. Adrian sourit. Il atteignit sa poche et en sortit un morceau de papier plié. Il le glissa dans la poche de poitrine de Brian. Lis ça quand tu sortiras. C'est une copie des papiers d'adoption. J'ai légalement adopté l'enfant in utero il y a 2 semaines avec le plein consentement d'Emma et l'approbation du tribunal en raison d'un abandon prouvé par le géniteur biologique. Brian le fixa. Bouche bée. Tu ne peux pas faire ça. Je suis Adrian Vance, il dit simplement. Je peux faire n'importe quoi maintenant. Sors de ma vue avant que je ne fasse jeter la sécurité et te jeter en bas des marches d'entrée. Humilié, vaincu, et avec les yeux de l'élite de New York brûlant dans son dos, Brian tourna et s'enfuit. Il trébucha dehors dans l'air frais de la nuit de Central Park. Il atteignit sa poche et en sortit le papier qu'Adrian lui avait donné. Ce n'était pas juste des papiers d'adoption. C'était un résultat de test ADN attaché au dos. Sujet, Brian Thorne. Résultat, 0 bande de probabilité de paternité. Brian Gella. Il le lut encore. 0%. Il scanna frénétiquement le document. Alors il vit la note médicale au bas. Note. Le sujet a une condition congénitale le rendant stérile. Condition probablement présente depuis l'adolescence. Brian laissa tomber le papier sur le trottoir. Il n'était pas le père. Il n'avait jamais été le père. Il ne pouvait pas être un père. Mais s'il était stérile,
et Emma était enceinte, alors qui était le père? Et alors la réalisation le frappa. La chronologie, le voyage d'affaires. Emma avait pris seule il y a 1 an à la côte ouest où le QG de Vance Global était. Elle n'avait pas rencontré Adrienne il y a 6 mois. Elle l'avait connu avant. La pluie à New York ne lava pas les choses propres. Elle rendit juste la saleté plus glissante. Brian se tenait sur le trottoir devant la clinique de fertilité spécialisée de l'Upper East Side, la lourde porte en chêne se fermant derrière lui avec une finalité qui résonnait dans ses os. Il y était allé exigeant des réponses, menaçant de poursuivre la clinique pour faute professionnelle, criant que le test ADN qu'Adrienne lui avait donné était un faux. Le docteur, un homme âgé avec zéro patience pour les milliardaires faisant des caprices, avait simplement sorti le dossier de Brian d'il y a 20 ans. Un dossier d'une époque où Brian fut hospitalisé pour un cas sévère de complications de SCP en tant qu'adolescent. J'ai dit à vos parents alors, Monsieur Thorne, le docteur avait dit, ajustant ses lunettes, le dommage était total. Vous n'avez jamais été capable d'engendrer des enfants. Nous avons supposé vous saviez. Brian marcha aveuglément sous la pluie, ses coûteuses chaussures italiennes en cuir éclaboussant dans les flaques. Il n'avait pas su. Ou peut-être au fond, il avait ignoré les signes. Pendant 5 ans, il avait blâmé Emma. Chaque mois, ses règles venaient, il soupirait, la regardait avec déception et faisait un commentaire subtil sur son horloge qui tourne. Il l'avait fait se sentir brisé. Il l'avait envoyée chez des spécialistes, l'avait forcée à prendre des hormones qui la rendaient malade et l'avait humiliée quand rien ne se passait. Et tout ce temps, le brisé était lui. Il hélait un taxi, ses mains tremblantes. Il avait besoin de rentrer chez lui. Il avait besoin d'expliquer à Chloé que Chloé, la réalisation le frappa. Chloé n'était avec lui que parce qu'il lui avait promis le monde. Il lui avait promis une dynastie. Si elle découvrait, il tirait à blanc et que sa compagnie était au bord de l'effondrement, elle serait partie avant les nouvelles du matin. Il arriva à son penthouse trempé. L'endroit était un désordre. Il y avait des sacs de shopping partout. Chanel, Hermès, Prada. Chloé était sur le canapé entouré de boîtes ouvertes, criant dans son téléphone. « Je m'en fiche si la carte fut refusée. »« Exécute-la encore. Sais-tu qui est mon petit ami? » Elle leva les yeux comme Brian entra, dégoulinant sur le sol de marbre. Finalement, Brian, répands ma carte noire. Ça m'embarrasse. Brian la regarda, vraiment la regarda. Elle était belle, oui, mais c'était une beauté plastique creuse. Il n'y avait aucune chaleur dans ses yeux, seulement de la faim. Chloé, il dit, sa voix, fais tes valises. Elle rit, un son aigu, cassant. Excusez-moi, allons-nous à Paris? Non, Brian dit, marchant et donnant un coup de pied à une boîte Chanel à travers la pièce. Tu pars, sors. Chloé se leva, son visage se tordant en un ricanement. Tu ne peux pas être sérieux. Tu penses tu peux juste me jeter comme tu as fait à ton ex-femme? Mon ex-femme, Brian dit, les mots s'arrachant de sa gorge, valait 10 de toi. Elle m'a construit. Tu juste me saignes. Sors, Chloé. J'ai fini de payer pour ta compagnie. Bien, elle hurla, saisissant une poignée de bijoux de la table. Tu es ennuyeux de toute façon. Et pour l'enregistrement, Brian, tout le monde rit de toi. Tu penses tu es un roi mais tu es juste un portefeuille ambulant. Et j'ai entendu parler du procès. Tu vas être pauvre, Brian, et pauvre ne te va pas bien. Elle sortit en trombe, claquant la porte si fort les murs tremblèrent. Brian était seul. Il se versa un verre, fixant les lumières de la ville. Il avait détruit son mariage pour une femme qui ne l'aimait pas. Il avait perdu la seule personne qui avait jamais vraiment cru en lui. Mais alors la tristesse se transforma en quelque chose de plus sombre. Une froide, maligne colère commença à monter. Emma savait. Elle devait avoir su. Si elle était enceinte maintenant et le bébé n'était pas le sien et il était stérile, cela signifiait qu'elle avait trompé. La chronologie le rongeait. Divorcée 6 mois, enceinte 7 mois. Elle avait couché avec quelqu'un pendant qu'ils étaient encore mariés. Brian rit, un son bas,
maniaque. La sainte Emma, la femme qui prétendait être si parfaite. Elle était une adultère. Il saisit son téléphone. Il composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis des années, un journaliste de tabloïd visqueux nommé Barry, qui lui devait une faveur. Barry, Brian dit, sa voix douce et dangereuse. J'ai un scoop pour toi. La vraie histoire derrière la romance Adrian Vance et Emma Cross. Comment le milliardaire vola la femme d'un autre homme et comment Sainte Emma portait un enfant bâtard tout en dormant encore dans le lit de son mari. C'est de la dynamite, Brian Barry dit, salivant pratiquement. Mais peux-tu prouver la chronologie? Le bébé est la preuve, Brian mentit. Lance-le. Brûle sa réputation au sol. Si elle veut me poursuivre pour ma compagnie, je m'assurerai qu'elle est trop honteuse pour montrer son visage en cours. Brian raccrocha. Il sentit un sens tordu de victoire. S'il allait tomber, il emmenait tout le monde avec lui. Le titre le lendemain matin fut brutal. Scandale de bébé de milliardaire. Adrian Vance a-t-il volé sa maîtresse enceinte à un mari au cœur brisé? L'article peignait Brian comme la victime. Un mari travailleur pris au dépourvu par une femme infidèle qui séduisit un homme plus riche pour grimper l'échelle sociale. Il insinua que le bébé était le produit d'une liaison illicite menée dans la propre maison de Brian. Brian s'assit dans son bureau regardant la tempête des médias sociaux. L'opinion publique se déplaçait. Les gens appelaient Emma une croqueuse de diamants. Ils questionnaient l'intégrité d'Adrienne. Cela forcera un accord, Brian dit à Marcus Sterling, qui semblait livide. Ils laisseront tomber le procès pour faire disparaître la mauvaise presse. Brian, Sterling dit, regardant sa tablette, vous devez voir ceci. Vance Global vient d'appeler une conférence de presse. Il diffuse en direct. Brian fit tourner sa chaise vers l'écran géant sur le mur. Il y avait Adrian Vance debout à un podium. Il ne semblait pas ébranlé. Il ne semblait pas en colère. Il semblait d'un bourreau. À côté de lui se tenait Emma. Elle ne se cachait pas. Elle regarda droit dans la caméra, son expression féroce. Ce matin, Adrienne commença, sa voix grondant à travers les haut-parleurs. Un homme désespéré tenta d'utiliser les médias pour intimider une femme enceinte. Brian Thorne a accusé ma fiancée d'infidélité. Il m'a accusé de briser un foyer heureux. Adrienne fit une pause puis regarda directement dans l'objectif. Nous avons anticipé ceci parce que les menteurs supposent toujours que tout le monde ment. Adrienne s'écarta et Emma prit le microphone. Je n'ai pas trompé Brian Thorne, elle dit clairement. J'étais une épouse fidèle pendant 7 ans. Je l'ai soutenu quand nous n'avions rien. J'ai écrit le code qui le fit milliardaire pendant qu'il dormait. Elle tint un document. Ceci est un rapport médical de la Mayo Clinic daté d'il y a 8 mois, 1 mois avant que Brian ne me divorce. Il confirme que j'ai subi un cycle singulier de traitement FIV utilisant un donneur. Brian gela. FIV? J'ai fait ça? Emma continua, sa voix tremblant légèrement. Parce que mon mari était désespéré d'un héritier, mais refusa de voir un docteur lui-même. Je voulais le surprendre. Je voulais lui donner la famille qu'il prétendait il voulait. J'ai payé pour cela avec mes propres économies. J'ai traversé les injections seul. Un silence tomba sur la pièce dans la vidéo et sur le bureau de Brian. J'ai découvert la procédure fut réussie le jour Brian me servit les papiers de divorce. Emma dit, une larme finalement s'échappant. J'ai essayé de lui dire. Il n'écouta pas. Il me jeta dehors. J'étais enceinte, sans abri et seule. C'est alors qu'Adrian Vance me trouva. Il ne m'a pas volé, Brian. Tu m'as jeté. Il a juste ramassé le trésor que tu étais trop aveugle pour voir. Adrian recula vers le micro. Quant aux affaires, M. Thorne semble avoir oublié quelque chose à propos de l'architecture Ghostwriter qu'il a volée. L'estomac de Brian chuta. Emma n'a pas juste écrit le code, Adrienne dit avec un sourire sombre. Elle l'a protégé. Il y a un mécanisme de sécurité intégré dans le colonel. Un interrupteur d'arrêt. Il fut conçu pour se déclencher si l'utilisateur non autorisé Brian essayait de falsifier les fichiers centraux, ce que selon nos journaux, son équipe informatique fit ce matin dans une tentative de cacher la preuve du vol. Adrien regarda sa montre.
L'interrupteur d'arrêt s'active en 3, 2, 1. Dans le bureau de Brian, les lumières vacillèrent, alors le bourdonnement des serveurs dans le bâtiment mourut. L'écran d'ordinateur de Brian devint noir. Monsieur, son assistant, éclata dans la pièce, hystérique. La plateforme est en panne, l'application est en panne, tout est hors ligne. Le code, il est juste parti. Il se supprime. Brian frappa frénétiquement sur son clavier. Rien. Juste un écran noir avec texte vert clignotant dans le coin. Erreur. Utilisateur non autorisé. Au revoir, Brian. Sur l'écran de télévision. Adrian Vance se pensa près du microphone. Thorntech était maintenant effectivement une société écran avec 0 actif. L'action est actuellement en chute libre. J'ai déjà contacté la SEC pour remettre des preuves du détournement de fonds de la compagnie par Brian Thorne pour payer le style de vie de sa maîtresse. Les yeux d'Adrienne étaient froids comme la glace. Échec et mat, Brian. Le flux coupa. Brian s'assit dans le silence de son bureau mort. Son téléphone commença à sonner. C'était le conseil d'administration, puis la SEC, puis la banque. Il ne répondit pas. Il marcha à la fenêtre du sol au plafond et regarda les rues de Manhattan. Il avait voulu être un roi. Il avait voulu être craint. Il avait eu son souhait. Il était craint comme un exemple à ne pas suivre. Il regarda un SUV noir s'arrêter au trottoir loin en dessous. Il vit une minuscule figure en manteau vert monter dans la voiture, aidée par un grand homme. Même de cette distance, il pouvait voir le soin dans le geste de l'homme. Emma, elle avait gagné. Elle ne l'avait pas juste vaincu, elle l'avait effacé. Brian s'enfonça au sol, le silence du bureau vide le pressant comme un poids physique. Il atteignit sa poche et en sortit la vieille photo froissée qu'il avait gardée dans son portefeuille pendant des années. Une photo de lui et Emma dans leur dortoir universitaire mangeant de la pizza par terre, riant. Ils avaient été pauvres, mais il avait eu l'air heureux. Il réalisa maintenant, avec le poids écrasant de la ruine totale, que ce moment était le plus riche qu'il ait jamais été, et il avait tout échangé pour un lustre en diamant qui n'était même pas réel. 3 ans est un long temps dans le monde des affaires. En 3 ans, les startups s'élèvent, les empires tombent, et les noms qui dominaient autrefois les titres sont balayés dans la poubelle de l'histoire. Mais pour Brian Thorne, 3 ans se sentirent comme 3 siècles. La chute n'avait pas été rapide. Ce n'avait pas été l'exécution propre, rapide qu'il avait espéré quand l'écran de son bureau devint noir. C'était un lent, agonisant démantèlement. L'enquête de la SEC traîna pendant 18 mois, un écorchage public qui le dépouilla de chaque couche de dignité qu'il possédait. Ils prirent le penthouse d'abord, puis les voitures, puis la collection d'art. Il se souvenait du jour les huissiers vinrent pour sa collection de montres. Il s'était tenu là, regardant un homme dans un coupe-vent bon marché, manipuler sa Patek Philippe, celle qu'il acheta quand il fit ses premiers 10 millions, et la jeter dans un sac de preuves comme si c'était un jouet en plastique. Ce fut le moment Chloé partit. Elle ne fit même pas sa valise. Elle appela simplement un Uber, le regarda avec des yeux dépourvus de tout ressemblant à de l'amour et dit « Tu es mauvais pour ma marque, Brian. » Maintenant, 3 ans plus tard, Brian se tenait frissonnant sur le trottoir d'East Walker Drive à Chicago. Le vent du lac était une agression physique, un froid mordant et humide qui s'infiltrait à travers le tissu fin de son uniforme en polyester. Il n'était plus Brian Thorne, le magnat de la technologie. Il était Jules, le valet de pied de rang inférieur à l'hôtel Grand Plaza. « Hey, Jules, réveille-toi! » Le cri vint de Manny, le capitaine valet de 20 ans qui passait la plupart de son corps à vapoter et vérifier TikTok. Manny ne savait pas qui Brian était avant. Pour Manny, Brian était juste le gars silencieux, aux cheveux gris qui était trop lent à la course et trop tremblant avec les clés. « Je suis réveillé, » Brian marmonna, tapant des pieds pour retrouver la sensation dans ses orteils. Ses chaussures noires bon marché fuyaient. La gadoue de la rue avait trempé ses chaussettes des heures auparavant. « Grosse nuit ce soir, » Manny dit, soufflant un nuage de fumée parfumée à la fraise dans le visage de Brian.
Le gala le futur de la tech. Nous avons des VIP qui sortent des oreilles. Ne raye rien, vieil homme. Ces voitures coûtent plus cher que ta vie. Brian tressaillit, le gala le futur de la tech. Il y a 5 ans, il avait été le conférencier principal à cet événement même. Il se souvenait des applaudissements. Il se souvenait de la sensation du projecteur chaud et aveuglant comme il pontifiait sur la vision et la perturbation. Il se souvenait d'Emma assise au premier rang, ses mains pliées sur ses genoux, le regardant avec une fierté qu'il n'avait pas méritée. Elle avait porté une simple robe bleue cette nuit-là parce qu'il lui avait dit la robe de créateur qu'elle voulait était trop voyante. Ce soir, il n'était pas le conférencier principal. Il était l'aide. Les portes de l'hôtel s'ouvrirent, déversant une lumière dorée et le son du jazz sur le trottoir enneigé. L'odeur de parfum cher et de viande rôtie s'échappa, un rappel cruel de la faim rongeant l'estomac de Brian. Il avait sauté le déjeuner pour économiser 5 $ pour la facture d'électricité. Les invités commençaient à filtrer. Brian reconnut des visages. Il y avait Marcus Sterling, son vieil avocat, riant avec un nouveau client. Sterling regarda droit à travers Brian comme il remit un talon de billet pour une Mercedes. Brian prit le billet, sa tête basse, le bord de sa casquette cachant ses yeux. Il alla chercher la voiture, accepta un pourboire de 2 $ sans un mot, et regarda Sterling s'éloigner en voiture. C'était une sorte spéciale d'enfer, être invisible dans un monde où tu étais autrefois un dieu. « Attention !» Manny siffla, redressant sa veste. « Nous avons une baleine qui arrive. » Chauffeur privé, Escalade aux vitres teintées. C'est la sécurité Vance. Vance? Le nom frappa Brian comme un taser. Sa respiration s'accrocha dans sa gorge. Il voulait courir. Il voulait simuler une crise cardiaque, se retirer dans la salle de pause, se dissoudre dans le béton. Tout sauf être ici. Mais il ne put pas bouger. Ses pieds étaient gelés au pavé, enracinés par un mélange de terreur et d'une curiosité morbide, masochiste. Le massif SUV noir s'arrêta au trottoir, flanqué de 2 véhicules de sécurité. Il ne ressemblait pas à une voiture. Il ressemblait à une forteresse sur roues. Le moteur ronronnait avec une basse, puissante vibration qui fit claquer les dents de Brian. « Jules, ouvre la porte. » Manny aboya, occupé à flirter avec une mondaine en manteau de fourrure. Brian s'avança. Ses mains tremblaient si mal il dut les joindre derrière son dos un instant pour les stabiliser. Il s'approcha de la porte passagère arrière. Il vit sa propre réflexion dans la vitre teintée. Un homme émacié, aux joues creuses avec une barbe grise et des yeux qui semblaient hantés. Il semblait 20 ans plus vieux que 35. Il tendit la main et tira la lourde poignée. La porte s'ouvrit et de la chaleur se déversa. L'odeur de cuir, de bois de cèdre et de jasmine. La première chose qu'il vit fut une chaussure, un Oxford italienne faite main et polie. Adrian Vance sortit. Le temps avait été gentil avec Adrien. Si quoi que ce soit, les années n'avaient fait qu'ajouter à sa présence. Il était plus large, ses cheveux poivres et celles coupées dans un style militaire net. Il se déplaçait avec la grâce facile d'un homme qui possédait le sol sur lequel il marchait. Il ne regarda pas le valet. Il se tourna vers la voiture, tendant une main. « Prudent, amour, c'est verglacé. » Une main prit la sienne. C'était une main Brian connaissait mieux que la sienne. Il connaissait la forme des doigts, la courbe du poignet. Il savait comment cette main se sentait quand elle lui lissait les cheveux en arrière quand il était malade. Il savait comment elle se sentait quand elle frottait la vaisselle dans leur premier petit appartement. Emma sortit. Brian sentit l'air quitter ses poumons. Elle était magnifique. La souris était partie. La femme se tenant devant lui était une reine. Elle portait une robe longue en velours cramoisi profond qui épousait sa silhouette surmontée d'un manteau blanc qui ressemblait à de la neige douce. Ses cheveux étaient coiffés en vagues lâches et glamour, et des diamants scintillaient à sa gorge. Pas le genre voyant, tape à l'œil que Chloé avait l'habitude d'exiger, mais des pierres élégantes, intemporelles. Mais ce n'était pas les vêtements,
c'était son visage. Les lignes d'inquiétude qui l'avaient définie pendant leur mariage étaient parties, remplacées par une sérénité qui la faisait rayonner. Elle avait l'air reposée, elle avait l'air aimée. « Attendez-moi !» Une petite voix piailla de l'intérieur de la voiture. Brian Gella, un petit garçon pas plus vieux que 3, grimpa jusqu'au bord du siège. Il était emmitouflé dans un mini peacoat marine et une écharpe rouge. Il avait des cheveux foncés, bouclés, et des yeux brillants, curieux qui scannaient le monde avec émerveillement. Adrienne rit, un son profond, retentissant que Brian n'avait jamais entendu diriger vers lui. « Nous ne t'avons pas oublié, Léo. Viens ici, champion. » Adrienne ramassa le garçon sans effort, le posant sur sa hanche, le garçon gloussa, enroulant ses petits bras autour du cou d'Adrienne. « As-tu vu le robot de papa? » Le garçon demanda avec excitation. « Celui avec les lasers? » « Oui, » Adrienne répondit, embrassant le dessus de la tête du garçon. « Mais je pense que tu as préféré la table de dessert. »« J'aime les biscuits, » Léo déclara solennellement. Emma rit, brossant un flocon de neige du nez du garçon. « Tu es définitivement le fils de ton père. Le fils de ton père. » Les mots résonnèrent dans la tête de Brian, rebondissant autour de la caverne vide de son âme. Le fils de ton père. Léo n'était pas à Brian. Il ne pourrait jamais être à Brian. Le test ADN avait été le clou final dans le cercueil de l'ego de Brian. Il était stérile. Il était une impasse génétique. Tout son discours d'héritage, d'une dynastie, du nom Thorne, cela avait tout été une farce. Le vrai héritage se tenait juste devant lui. Un enfant heureux, en bonne santé, élevé par un homme qui n'avait pas eu besoin d'exiger le respect pour le gagner. Brian se tenait près de la porte ouverte, paralysé. Il savait qu'il devrait la fermer. Il savait qu'il devrait reculer, s'estomper dans les ombres. Mais il ne pouvait pas détourner le regard du garçon. Léo avait le nez d'Emma. Il avait le sourire d'Emma. Soudainement, le garçon le regarda. Les yeux de Léo se fixèrent sur Brian. L'enfant ne vit pas un échec. Il ne vit pas une fraude en faillite. Il vit juste un homme avec un drôle de chapeau debout dans la neige. « Salut !» Léo dit, agitant d'une main gantée. Le son de la voix du garçon brisa le sang-froid de Brian. Des larmes piquèrent ses yeux, chaudes et soudaines. Il essaya de parler, de dire bonjour, mais sa gorge s'était fermée. Emma se tourna. Elle suivit le regard de son fils. Ses yeux atterrirent sur le valet. Pendant un battement de cœur, rien ne se passa. La neige tomba silencieusement autour d'eux. Le bruit de la ville s'estompa. Alors la reconnaissance se fit jour. Ce n'était pas dramatique. Elle ne haleta pas, mais elle ne serra pas ses perles. Ses yeux s'élargirent simplement d'une fraction. Elle observa l'uniforme bon marché, les chaussures mouillées, les cheveux gris, le badge qui lisait Jules. Brian se prépara. Il s'attendait à ce qu'elle ricanât. Il s'attendait à ce qu'elle rit. Il s'attendait à ce qu'elle tapote Adrienne sur l'épaule et dise « Regarde, chérie, regarde les ordures. » Il le voulait presque. Il méritait la colère. La colère signifierait qu'il comptait encore, même négativement. Mais Emma ne se fâcha pas. Son expression s'adoucit. Ses épaules tombèrent légèrement. Elle le regarda avec une profonde, écrasante tristesse. C'était le regard que tu donnes à un chien errant qui a été trop frappé pour être approchable. C'était de la pitié. Pure pitié indifférente. Elle ne dit pas son nom. Elle ne reconnut pas leur passé. Elle ne lui demanda pas comment il allait. Elle tourna simplement sa tête vers son mari et son fils. « Il gèle, Adrienne. » Elle dit doucement. « Faisons entrer Léo dans le jet. Il frissonne. » Tout de suite, Adrienne dit. Il se tourna vers Brian. Adrienne ne le reconnut pas. Pour Adrienne Vance, Brian Thorne était une note de bas de page, un antagoniste mineur dans le premier chapitre de sa vie avec Emma. Il était si insignifiant qu'il ne s'enregistra même pas comme familier. « Bon service, » Adrienne dit, sa voix vive mais gentille. Il atteignit sa poche de manteau et en sortit un billet. Il le pressa dans la main de Brian. « Restez au chaud, » Adrienne dit. Brian baissa les yeux. C'était un billet de $100 net et neuf. «
Benjamin Franklin le fixa en retour, se moquant de lui. « Merci, monsieur, » Brian chuchota. Sa voix était d'un râle brisé, méconnaissable même pour lui-même. Adrienne hocha la tête et se détourna, guidant sa famille vers l'entrée privée de l'hôtel où leur voiture les emmènerait à l'aérodrome. « Au revoir », Léo appela par-dessus l'épaule d'Adrienne, agitant son gant encore. Brian leva une main tremblante et fit un petit, faible signe de la main en retour. « Au revoir, Williafroy », il articula. Il les regarda s'éloigner. Il vit Adrien se pencher et chuchoter quelque chose à Emma. Et il vit Emma poser sa tête sur l'épaule d'Adrienne. Ils bougèrent comme une unité, un cercle solide, incassable de chaleur et d'amour. Ils étaient une famille. Et Brian était juste l'homme qui ouvrait la porte. Comme les lourdes portes de verre de l'hôtel se fermèrent derrière eux, coupant la vue, le silence de la rue se précipita de nouveau. Le vent hurla cinglant autour du coin du bâtiment. Brian regarda le billet de $100 dans sa main. Dans son ancienne vie, il aurait utilisé ceci pour allumer un cigare. Il aurait donné un pourboire autant à une serveuse juste pour lui apporter de l'eau. Il aurait ri de son insignifiance. Maintenant, ce morceau de papier était la différence entre manger et mourir de faim. C'était la différence entre la chaleur et le gel. Il serra le billet fermement, ses jointures devenant blanches. Un sanglot se forma dans sa poitrine, une chose déchiquetée, douloureuse qu'il ne pouvait pas supprimer. Il s'appuya contre la pierre froide du mur de l'hôtel, glissant vers le bas jusqu'à ce qu'il soit accroupi sur le pavé mouillé. Il avait passé sa vie à construire une forteresse d'argent pour tenir les gens à l'écart, pensant que cela le rendait fort. Il avait traité les gens comme des actifs, des passifs et des marchandises. Il avait jeté la seule femme qu'il avait jamais aimée gratuitement. Tout parce qu'il voulait un reflet qui semblait mieux dans un magazine. Il avait voulu être un roi. Et maintenant, il connaissait la vérité. Les rois sont juste des hommes en costume. Le vrai pouvoir n'était pas dans la couronne. Était dans la main que tu tenais quand la neige commença à tomber. Emma avait trouvé une main à tenir. Brian n'avait rien d'autre que ses mains dans ses poches. « Yo, Joel !» Manny cria de la cabine, inconscient de l'épave de l'homme par terre. « Arrête de compter tes pourboires. Nous avons une Corolla qui s'arrête. Bouge-toi. » Brian essuya son visage avec la manche rugueuse de sa veste. Il prit une profonde inspiration, frissonnante. L'air froid brûla ses poumons, le ramenant à la réalité. « J'arrive. » Il croassa. Il se leva. Il lissa sa veste bon marché surdimensionnée. Il mit le billet de $100, la charité du mari de son ex-femme, dans sa poche à côté de son passe de bus. Il marcha vers la Corolla cabossée s'arrêtant au trottoir. Il ouvrit la porte, força un sourire sur son visage et baissa la tête. « Bienvenue au Grand Plaza », Brian chuchota. « Comment puis-je vous aider? » Et ça, mes amis, est la froide, tranquille fin de Brian Thorne. Il n'y eut pas d'explosion, pas de bagarre en prison, juste la lente, gelante réalisation qu'il était l'architecte de sa propre misère. Il passa une vie à chasser la valeur, mais ne comprit jamais la valeur. Il jeta un diamant parce qu'il voulait des paillettes. Et au moment où il réalisa son erreur, le diamant faisait partie de la couronne de quelqu'un d'autre. C'est une brutale leçon de karma. Parfois, la punition n'est pas ce qui t'arrive, mais ce qui ne t'arrive pas. Brian n'obtint pas la famille, l'amour ou l'héritage. Il obtint juste le pourboire. Je veux entendre de vous dans les commentaires. Ce regard qu'Emma lui donna, la pitié. Pensez-vous que c'était pire que si elle lui avait crié dessus? L'indifférence est-elle la vengeance ultime? Et si vous étiez Emma, lui auriez-vous dit quelque chose? Ou a-t-elle fait la bonne chose en s'en allant? Lançons un débat ci-dessous. Si cette histoire vous donna des frissons, s'il vous plaît, cliquez ce bouton « J'aime ». Cela aide l'algorithme YouTube à partager ces histoires avec plus de gens. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne jamais manquer un drame. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous, soyez prudent sur qui vous marchez en montant l'échelle parce que vous pourriez devoir les regarder dans les yeux sur votre chemin vers le